Admettre l'existence du racisme anti-blanc, c'est admettre l'échec de la société multiculturelle qui est la nôtre. Or, on ne peut pas l'admettre. C'est comme si vous retiriez dans un jeu de Mikado une petite baguette. Eh bien, si vous retirez la baguette du racisme anti-blanc, le château du multiculturalisme risque de s'effondrer sur lui-même. Le déni, c'est le discours officiel. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Le délit, c'est des gens comme moi. Non, il existe, et il existe de façon institutionnelle depuis 50 ans. C'est-à-dire que les univers multiculturels, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas la mixité est une farce. Dans la pratique, c'est exactement l'inverse. Tout le monde se sépare, se ségrègue, souvent de façon consentie, non pas subie. Ce sont des choix. Votre amour de l'autre n'est pas partagé forcément par l'autre. Votre amour inconditionnel de l'humanité n'est pas forcément partagé par l'humanité. Voilà ce que nous dit le racisme anti-blanc. Bonjour François Bousquet. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et l'auteur de Sale Blanc, publié aux éditions La Nouvelle Librairie, dans la continuité de Racisme anti-blanc, paru l'année dernière aux mêmes éditions. En introduction de votre livre, vous utilisez l'image de la stratégie du coucou. Que représente-t-elle et pourquoi vous semble-t-elle décrire la situation actuelle en France ? En tout cas, elle s'applique, cette stratégie, au racisme anti-blanc. Je ne veux pas non plus extrapoler, généraliser ni essentialiser, mais à force de tirer le fil du racisme anti-blanc depuis 3 ans, 4 ans, parce que j'ai commencé cette enquête d'abord dans Éléments, avant d'en tirer 2 volets dans le cadre d'un diptyque. À la fin des fins, j'en suis venu à me penser que la stratégie la plus suggestive, la plus expressive, mais aussi la plus glaçante, qui résumait le sort des petits blancs, parce que ce sont des petits blancs, je dirais peut-être pourquoi, parce qu'il y a en face des grands blancs qui les ont abandonnés. Le petit blanc me fait penser au coucou, la stratégie du coucou. C'est quoi la stratégie du coucou ? Le coucou est un oiseau qui dépose, c'est un oiseau parasite, et prédateur également, qui dépose ses œufs dans le lit d'une autre espèce d'oiseau, plus petit en général, des passereaux, et puis qui s'en va, voilà. À charge pour l'espèce hôte, de couver, d'élever et d'éduquer l'oisillon coucou. Or, il se trouve que quand l'oisillon éclot, il chasse les autres œufs du nid. Et il est seul. Et il m'a semblé que dans les cas de racisme anti-blanc, je m'entends bien, je ne veux pas extrapoler, dans les cas de racisme anti-blanc, c'est ce qui s'est produit. On a sacrifié les petits blancs dans les univers où ils étaient minoritaires, grands remplacés, la banlieue, les pavillons, la France périphérique. On les a sacrifiés. Qui les a sacrifiés ? Le parent symbolique. C'est qui le parent symbolique ? C'est l'institution, c'est le corps enseignant, c'est le corps encadrant, mais c'est aussi le discours officiel. Donc c'est ça pour moi la stratégie du coucou, c'est le coucou externalise l'élevage et l'éducation de ces petits auprès de quelqu'un d'autre, en l'occurrence du peuple hôte, du peuple souche, du pays d'accueil, la France, qui a, me semble-t-il, sacrifier ses enfants. Il se trouve que cette stratégie est assez non seulement, les biologistes parlent de stratégie mafieuse du coucou, parce que le coucou également offre quelque chose, c'est la stratégie extorsion, protection, extorsion, caractéristique des méthodes mafieuses. L'oisillon coucou libère des substances répulsives qui éloignent les prédateurs de l'espèce qu'il a parasité. Donc c'est un jeu ambigu, ambivalent, qui fait que cette stratégie s'est imposée à moi avec une évidence vraiment très cruelle, je le redis. Vous expliquez ensuite que le déni du racisme anti-blanc s'appuie sur plusieurs mécanismes, relayés selon vous par une partie des universités, des médias, de l'administration ou encore des élites culturelles. D'où vient ce phénomène et quelles en sont les conséquences ? Oui, donc le racisme anti-blanc n'existe pas. Voilà. Pour l'institution, il n'existe pas, ou alors s'il existe, c'est sous une forme interrogative qui appelle un débat. Mais la plupart du temps, il n'existe pas. C'est un déni, c'est un trou noir, c'est un angle mort de l'institution universitaire, médiatique, mais aussi de la magistrature. Les affaires de racisme anti-blanc qui ont débouché sur des condamnations se comptent sur les 10 doigts de mes 2 mains, pas plus. Pourquoi ? Parce que admettre l'existence du racisme anti-blanc, c'est admettre l'échec de la société multiculturelle qui est la nôtre. Or, on ne peut pas l'admettre. C'est comme si vous retiriez dans un jeu de Mikado une petite baguette. Eh bien, si vous retirez la baguette du racisme anti-blanc, le château du multiculturalisme risque de s'effondrer sur lui-même. Donc l'admettre est quasi impossible. Donc on est dans des mécanismes de déni. Moi, j'ai essayé de développer l'idée des 3D. Déni, délit et délire. Le déni, c'est le discours officiel. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Le délit, c'est des gens comme moi. Non, il existe, et il existe de façon institutionnelle
traditionnelle depuis 50 ans, parce que moi, les premiers cas sur lesquels je travaille remontent à la fin des années 70, en même temps qu'il y a les premières émeutes urbaines dans la banlieue lyonnaise. Donc on voit qu'il y a un bloc qui est en train de se former, de ressentiment, de rage anti-française, de rage anti-police. Eh bien, les gens qui, comme moi, disent que ça existe, sont judiciarisables. Voilà. Donc le déni, c'est pas recevable. Le délit, c'est judiciarisable. Et enfin, le troisième terme, le troisième D, c'est le délire. Eh bien, c'est le discours d'un vivre ensemble et d'un multiculturalisme apaisé, d'une société, d'une tour de Babel qui fonctionne, qui ne s'effondre pas sur elle-même, où les communautés dialoguent sans aucun antagonisme ni hostilité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, ce sur quoi ça débouche, la négation du racisme anti-blanc, la dénégation et la négation du racisme anti-blanc, eh bien, ça encourage le racisme anti-blanc, parce que ce qui n'est pas condamné, par définition, est autorisé. Et ça légitime donc les enfants, en particulier les enfants extra-européens, parce que c'est dans les univers scolaires, surtout que le racisme anti-blanc se déploie, au moment de l'adolescence, pendant les années de collège, eh bien, se sentent légitimes de dire à un petit blanc, sale gouère, sale couffard, c'est-à-dire sale mécréant, parce que à la fin des fins, le corps enseignant, le corps encadrant, les policiers, les magistrats, plus globalement, l'institution en général ne va pas les condamner. Donc nier l'existence du racisme anti-blanc, c'est de fait l'autoriser, c'est de fait l'encourager, c'est de fait le légitimer, raison pour laquelle il prospère depuis 50 ans sous les écrans radars des médias centraux. Tout au long de votre enquête, vous présentez de nombreux cas concrets. Pourriez-vous revenir sur quelques exemples particulièrement révélateurs et expliquer ce qu'ils disent sur l'évolution de la société française ? Moi, je documente le racisme anti-blanc à partir d'une centaine de témoignages. J'en ai encore sous le coude, puisque j'espère en tirer un film. Je donne les cas les plus anciens et les plus lourds, à mon sens. C'est pas les plus lourds, mais c'est les plus anciens et les plus révélateurs. Il faut remonter à la fin des années 70, au début des années 80. Quand se produit en France, ce qui s'était produit 30 ans plus tôt aux États-Unis, c'est le white flight, la fuite des Blancs. C'est-à-dire que les Blancs fuient les quartiers où ils deviennent de plus en plus minoritaires pour s'installer dans la France dite pavillonnaire. Mais il y a des gens qui partent pas. Voilà. Les gens qui ne partent pas, ce sont les gens que j'ai rencontrés, c'est-à-dire tenez-vous bien, dès le primaire, impossible de jouer au football. Ils n'ont pas attendu Pierre Ménez. Mais Pierre Ménez, depuis 3 à 4 ans, nous dit que son fils ne peut pas jouer au football, qu'il y a un racisme anti-blanc dans le football. Eux me disent non, ça fait il y a 50 ans. Déjà, quand vous jouiez au football dans la France du charbon qui s'est effondrée sur elle-même, à la fois à Lille ou dans la banlieue de Saint-Étienne ou la périphérie de Saint-Étienne, eh bien, dès que vous jouez au football, vous faisiez casser les jambes. Vous faisiez tataner. Les jeunes filles se faisaient violer. Je parle des jeunes filles en primaire, à Saint-Étienne, à Lille. Pourquoi ? Parce que le groupement familial a eu lieu en 78 de façon définitive. Le Conseil d'État l'a validé après des hésitations. Eh bien, il y a des gens qui viennent, c'est ce que me disent les témoins, je suis désolé, c'est brutal, mais des garçons de 12, 13, 14 ans qui débarquent d'Afrique, dans du primaire. Ils sont mis dans le primaire. Ils bredouillent un français à peine intelligible et ils sont avec des Français de souche, appelons-les par leur nom, ou des Français au carré, comme dit Michel Tribala, c'est-à-dire des Français nés de parents français en France. Eh bien, ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Et ils se font, les jeunes filles entre autres, violées par des garçons de 13, 14, 15 ans, avec l'institution qui commence, c'est il y a 50 ans, avec l'institution qui commence à fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer, parce que 5 ans plus tard, va naître SOS Racisme, le mitterrandisme, et l'idée que le crime des crimes, c'est le racisme que les Blancs exercent contre le reste du monde, un racisme à sens unique, sans réciprocité. Donc on retombe sous l'angle mort du racisme anti-blanc. Il ne peut pas exister, nonobstant les victimes que moi que je rencontre, je le redis, à un demi-siècle d'intervalle. Donc c'est un phénomène lourd, ancien, massif. Pour moi, c'est le bruit de fond. Mes bouquins en sont la bande son, si vous voulez, mais pour le reste, c'est le bruit de fond de la société qu'on ne veut pas voir, parce que le voir, c'est prendre en pleine face l'échec des politiques d'accueil. Si on accueille des immigrés, fondamentalement, pourquoi accueille-t-on des immigrés ? Parce qu'on fait le pari qu'on va parvenir à les intégrer. Parce qu'on fait le pari qu'ils vont peut-être nous aimer. Or, que nous dit le racisme anti-blanc, c'est votre amour de l'autre n'est pas partagé forcément par l'autre. Votre amour inconditionnel de l'humanité n'est pas forcément partagé par l'humanité. Voilà ce que nous dit le racisme anti-blanc. Depuis quelques années, des responsables politiques reprennent des notions autrefois cantonnées aux marges du débat public. On pense notamment aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur les Français tout blancs tout moches ou la créolisation de la société. Estimez-vous qu'un seuil a été franchi et que l'on puisse parler désormais d'un racisme politique ?
Dans le cadre de la France insoumise, oui. Alors, quelle est la stratégie de Mélenchon? A priori, c'est du clientélisme et de la démagogie, mais peut-être qu'il y a un fond de sincérité chez lui, hein. Peut-être qu'il y a réellement une haine du natif, hein. Raison pour laquelle peut-être qu'il revendique, hein, et qu'il brandit de façon aussi ostensible, hein, ses origines nord-africaines, alors que c'est un fils de colon, hein. C'est un petit-fils de colon, c'est un fils de pied noir, hein. Et que c'était en gros un dominant dans la société coloniale, ne lui en déplaise, hein. Mais oui, il est en train de légitimer quand il dit tout blanc, tout moche, hein. L'inverse est absolument impossible, inconcevable, hein. Tout jaune, tout moche, hein. Tout noir, tout moche, hein. Jamais un tel discours ne peut être tenu. Le grand remplacement relève est décrit par Wikipédia, hein, comme une théorie d'extrême droite complotiste. Vous voyez un petit peu, c'est complètement délirant. Mais quand c'est assumé par Mélenchon sous la forme de la créalisation ou de la Nouvelle-France, hein, ça ne fait plus problème, hein. Mais oui, il y a la perspective de Mélenchon et des Insoumis, c'est une perspective constructiviste, hein. C'est-à-dire qu'on va construire un peuple, hein. On va construire un peuple de synthèse à partir de rien, pas de rien, à partir d'une délibération démocratique, hein. Il n'y a pas d'antériorité du peuple chez les Insoumis. Plus globalement, à gauche, hein, il n'y a pas d'antériorité du peuple. Il n'y a pas de peuple historique, il n'y a pas de peuple culturel, hein. Il n'y a pas un peuple plurimillénaire, hein, qui est là depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Le peuple se reconstruit, se reconfigure en permanence, hein, par une délibération politique, hein. Donc, pour reprendre les termes de Mélenchon, c'est un référent vide. Le peuple est un référent vide. On y met ce qu'on veut derrière, hein, voilà. On y met des Noirs, des Arabes, des Martiens, des Jaunes, des Rouges, on s'en moque, hein, pour peu que, dans une assemblée constituante, hein, ce peuple devienne libre, indépendant et autonome, hein. Alors, pour imposer ce peuple-là, il faut démolir, hein. Il faut ruiner, il faut déconstruire le peuple ancien, le peuple des natifs, les indigènes, hein, en assumant un discours résolument raciste, parce qu'il est raciste, hein, le discours de Mélenchon, mais c'est un racisme qui est autorisé, qui n'est pas condamné par les médias, qui n'est pas condamné par la justice, hein. Donc Mélenchon se livre à une surenchère de haine de soi. Alors, dans quelle mesure il y croit à cette haine de soi? Dans quelle mesure il croit à cet ethnomasochisme, hein? Est-ce que ça n'est qu'une stratégie? J'ai tendance à le penser. Quand on regarde, rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, même pas, il y a un mois de cela, quand le bureau de la France Insoumise a décidé, a fait en sorte que Mélenchon soit le nouveau candidat de la France Insoumise pour l'élection 2027, hein. Il n'y avait pas un racisé dans la salle, hein. Plus largement, exception faite de Saint-Denis, mais même à Saint-Denis, les médias ont dit qu'il y avait très peu de racisés, il y a 15 jours, 3 semaines de cela. C'est la même chose pour la rédaction de Mediapart, c'est la même chose pour la rédaction de Libération. Plus globalement, c'est pour moi, c'est un grand blanc. Le grand blanc a... comment dirais-je, la rhétorique du grand blanc, c'est une rhétorique pro-migrant, pro-mixité. Quand il parle de mixité, c'est pas mixité sociale, c'est mixité culturelle, ethnique, religieuse, hein. Ça, c'est les discours maximalistes, hein. Mais dans la pratique, elle est très laxiste, hein. C'est l'entre-soi, c'est l'endogamie, c'est le blanc qui parle au blanc, c'est ça la France insoumise, tout en tenant un discours hostile aux Blancs. C'est le paradoxe de Mélenchon. Ce qui me fait dire donc, hein, que Mélenchon est le modèle du grand blanc. Voilà. S'il y a un petit blanc, nous seuls les blancs avons droit à l'épithète péjorative de petit, aucune autre, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques n'ont pas droit à cette caractérisation péjorative. Nous, on y a droit. Ça suppose qu'en face, il y a un grand blanc. Et ce grand blanc, c'est Mélenchon, qui regarde de haut le peuple historique, hein, qui lui fait la leçon, qui lui explique qu'il est tout blanc, tout moche, qui lui explique qu'il est populiste, xénophobe, raciste, pour le grand remplacer dans les faits et dans les urnes, hein. Il y a également cette idée d'une nouvelle France, une expression qui rappelle certains éléments de langage de la propagande bolchevique repris dans des discours portés par les régimes totalitaires. Ce parallèle vous paraît-il pertinent ? C'est ça, c'est la table rase, hein. C'est la nouvelle France, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau des révolutionnaires en France, hein, des sectionnaires, des jacobins. C'est de Saint-Just, hein, de Robespierre, mais aussi des bolcheviks, hein, mais aussi toutes les utopies. Toutes les utopies postulent que le passé est un bloc de négativité qu'il faut effacer, au besoin en le renvoyant dans les univers concentrationnaires, hein. Donc ça, mais oui, pour créer quelque chose faire advenir un homme qui n'a pas encore eu lieu, un homme délivré de ses appartenances, hein, un homme indifférencié, un homme sans attache, hein. C'est tous les fantasmes des révolutionnaires, de l'utopie égalitaire, sinon égalitariste, hein, et ça débouche
toujours, hein, toujours sur un bain de sang, parce que c'est la phrase de Kant. Le bois tordu de l'humanité ne se redresse pas. Voilà. On peut que le tordre encore un peu plus, hein. Or, dans la mentalité, dans l'univers mental de l'utopie, il y a cette idée qu'on peut redresser le bois tordu de l'humanité. On ne le redresse pas, le bois tordu de l'humanité. Les chrétiens diraient c'est le péché originel, Kant dit c'est le bois tordu. On ne peut que le tordre encore un peu plus. C'est-à-dire la guillotine, hein, en 89, hein, ou la Colima et l'univers concentrationnaire chez les soviétiques, hein. Bois tordu, donc ceux qui ne se conforment pas à la doxa. Ouais, voilà. Même Kant même dit c'est que anthropologiquement, l'homme n'est qu'un homme. L'homme n'est pas un dieu. Voilà, l'homme n'est pas un dieu. Il est tordu. L'homme est tordu. C'est ainsi. Vous ne parviendrez pas à le redresser. Soit vous faites avec, hein, c'est plutôt la mentalité conservatrice, hein, donc on fait avec, hein, d'où l'idée de péché originel, hein. Soit la mentalité révolutionnaire, constructiviste, utopiste, hein, ou utopique, hein, bien ce bois tordu, on va essayer de le redresser. Alors j'insiste, hein, on ne peut pas le redresser, voilà. On ne peut que le tordre encore un peu plus, hein, c'est-à-dire en massacrant tous les gens qui refusent de se plier à cette idéologie de la table rase, hein. Pour mentionner ce qui se passe au Royaume-Uni, après plusieurs affaires très médiatisées dont celle d'Henri Novak, voyez-vous une situation comparable à celle de la France? La semaine dernière, Jérémy Stubbs nous a expliqué que les deux... Si on prend l'Angleterre et la France, hein, qui sont peut-être les deux grands hommes malades de l'Europe, au sens où on disait de l'Empire ottoman que c'était l'homme malade du XIXe siècle, les deux pays les plus avancés historiquement, pendant la longue durée de l'histoire européenne, hein, tant la Grande-Bretagne que la France sont les deux pays les plus malades. Ce sont deux modèles d'assimilation et d'intégration de l'immigration qui sont aux antipodes. Un modèle communautaire assumé jusque dans la caricature, hein, la Grande-Bretagne, hein, et un modèle assimilationniste, hein, aveugle aux différences, la France, hein. Or, les deux modèles échouent. Ils échouent peut-être pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais peut-être parce que depuis 10 ans, 20 ans, il y a une pression migratoire en Angleterre qui est supérieure à celle qui s'exerce sur le continent et en France, hein. Alors quel regard je porte? Un regard accablé. C'est John Bull, hein, John Le Taureau, c'est John Beef, hein. Enfin, pour moi français, c'est John Leboeuf, hein. John, on l'a castré, voilà. On l'a castré. L'affaire Henri Novak est fascinante parce que c'est les mécanismes caractéristiques, hein, du renversement rhétorique, du renversement accusatoire, hein. C'est à la victime qui est présentée comme coupable parce que les policiers sont tétanisés à l'idée d'être accusés de racisme. On retrouve la même mécanique, hein, vicieuse, implacable, hein, avec les viols en Grande-Bretagne, hein, dont les ordres de grandeur sont colossaux, vraiment, c'est colossaux. C'est que la partie en plus, hein, émergée des viols à laquelle qu'on voit aujourd'hui. Ce que ça m'évoque, c'est bien que tant en Angleterre, hein, qu'en France, hein, tant en Grande-Bretagne que sur le continent, l'immigration, dès lors qu'on bascule dans des ordres de grandeur, hein, dans des grands nombres, hein, dans des grands chiffres, hein, dans des seuils irréversibles, hein, eh bien ça échoue. Quel que soit le modèle que vous avez adopté, quel que soit le modèle que le pays d'accueil a adopté, soit le communautarisme, hein, c'est-à-dire jusqu'avec des tribunaux islamiques, hein, soit l'idée qu'il n'y a absolument que l'homme est universel, c'est la France, hein, que la République est aveugle aux différences, alors qu'elle pouvait être aveugle aux différences, hein, lorsqu'il n'y avait pas de différence, hein, ou peu, entre un Français et un Polonais. Mais entre un Français et un Pakistanais, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences culturelles, hein. Or, ces différences ne se réservent pas ni à travers le communautarisme, hein, qui fait que les exacerber, ni à travers l'assimilation, qui fait que les nier pour les refouler. Mais après, le retour du refoulé est brutal, hein. Donc, on s'est livré à une expérience, hein, à laquelle quasiment aucun peuple ne s'est livré. Parce qu'on parle souvent du Liban, parce qu'on parle souvent des Balkans, pour expliquer l'explosion des sociétés, le cas yougoslave, hein. Mais c'est les Slaves du Sud, hein. C'est que ça n'a pas marché pour des Croates catholiques et des Serbes, hein, orthodoxes et des Bosniaques, hein, musulmans, mais qui appartenaient à la même famille ethnique, hein. Ça n'a pas marché pour eux. Et comment s'imagine-t-on que pour nous, ça va marcher, alors que nous, on n'intègre pas des Bretons, des Alsaciens et des Auvergnats. On s'efforce, d'intégrer des extra-européens aux mœurs. Je me moque de savoir, il n'y a aucun jugement de valeur sur leurs mœurs, hein, vraiment aucun. Ce sont leurs mœurs, hein, ce sont leurs référents culturels, leur façon de
concevoir le monde, hein. Mais ce ne sont pas forcément les nôtres, hein. Autant je peine des fois à adhérer à la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, qui me semble être peu opérationnel, hein, au plan géopolitique, hein, parce qu'il y a des alliances qui peuvent sembler contre nature. On pourrait multiplier les exemples, hein. En revanche, il y a un choc des civilisations domestiques au pied des barres d'immeubles, hein, où des univers de référence antagonistes, hein, eh bien, se croisent, hein, et puis s'affrontent, hein. Est-ce que de façon plus large, on peut parler aujourd'hui d'un suicide civilisationnel? Selon vous, cette évolution est-elle le fruit de choix délibérés de certaines élites ou d'un processus plus diffus qui conduit progressivement la société à s'affaiblir elle-même? Oui, alors que je l'ai dit, hein, l'Angleterre et la France, hein, qui étaient les pays pionniers, enfin, ou à défaut d'être les pays pionniers, c'était les pays quand même parmi les plus dynamiques d'Europe, hein, sont les plus malades, hein. Peut-être qu'il y a un phénomène d'usure, c'est ce que vous direz un Oswald Spengler, enfin, des grands historiens qui abordent et analysent les civilisations sous la forme de cycles, hein, de pics, hein, puis de déclin. Dans une noria, une ronde alors évidemment, elle est millénaire, hein. À ce stade, hein, tant en France, peut-être moins en Angleterre, mais la France a fait le choix de la partition. Le mot est de François Hollande, hein, voilà. François Hollande a dit en off à Davé et à l'Homme, journaliste, grand reporter au Monde, que la France, c'est en train d'adopter la partition. C'est quoi la partition? C'est la séparation. C'est-à-dire que tous les univers se séparent, voilà. Les riches se séparent des pauvres, les Européens des extra-Européens, les chrétiens ou les agnostiques des musulmans. C'est-à-dire que les univers multiculturels, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a pas la mixité est une farce, hein. Dans la pratique, c'est exactement l'inverse. Tout le monde se sépare, hein. Se ségrègue, hein, souvent de façon consentie, non pas subie. Ce sont des choix, hein. Et qu'est-ce que ça nous dit, le séparatisme ou la partition? C'est que les gens ne veulent pas la guerre civile, hein. C'est qu'il y a une hantise qui traverse le corps social, je pense, dans l'Europe de l'Ouest, hein, continent et Angleterre, hein, Grande-Bretagne, hein. Il y a la hantise d'une possible guerre civile, hein. Donc on fait tout pour la conjurer. Et comment la conjure-t-on? En mettant de la distance entre les uns et les autres, hein. Simplement, la France, hein, et l'Angleterre, hein, ne parlons pas de la Belgique, hein, n'a pas la géographie nord-américaine, hein, qui permet la séparation. La géographie nord-américaine permet la séparation avec des zones tampons immenses, hein. Quand vous faites du white flight en Belgique, hein, donc de la fuite des Blancs, c'est une fuite de 5 km, hein. C'est pas une fuite de 500 km comme aux États-Unis, c'est 5 km, hein. Donc je pense qu'on peut pas aller au-delà de la séparation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas la reculer. Les Français, on parle de 5 et 10 millions, peut-être même 15 millions de Français qui ont quitté les petites couronnes des grandes villes à la fin des années 80, au début des années 90, pour fuir justement l'immigration. On a pratiqué le séparatisme, hein. Ils sont installés qui dans l'Yonne, qui en Gironde, etc. Ils peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent aller au Canada, oui, d'accord, mais ils n'iront pas au Canada. Donc, ils ne peuvent pas reculer. Donc, on arrive au moment de vérité. Voilà. Le moment de vérité du multiculturalisme, hein, et on le voit en Angleterre. Pour le coup, en Angleterre, l'Angleterre est le seul pays, à ma connaissance, en Europe où il y a eu des émeutes raciales des indigènes, hein. À Bedford, de mémoire, au début des années 2000, hein, lors du meurtre de trois fillettes en 2024, hein, à Southport, et après Henri Novak, hein. Comme on le voit également en Irlande du Nord aujourd'hui, à Belfast, hein, ou comme on l'a vu à Belfast, hein. Ça ne s'est pas reproduit dans le continent, à ma connaissance, hein. Il y a des émeutes sur le continent, en France en particulier, mais c'est des émeutes des extra-européens, en tout cas dans les banlieues ou dans les zones urbaines sensibles, hein, contre la police, sinon contre la population de souche. En Angleterre, on voit c'est les prémices, hein, me semble-t-il, hein, les amorces de ce qui pourrait advenir dans une configuration de guerre civile. Je le redis, on n'en est pas là puisqu'on a fait le choix du séparatisme. Avant de conclure, revenons sur des exemples plus récents. Dans certains établissements scolaires, des enseignants et des élèves rapportent des phénomènes de pression communautaire, notamment pendant le ramadan. Avez-vous recueilli d'autres témoignages qui illustrent cette évolution? Oui, même le drame, c'est même dans le privé. Dans le privé sous contrat catholique, hein, donc c'est un privé qui est, c'est pas un privé pur, hein, mais quand même néanmoins, je pense dans du privé catholique dans le 93 ou en Nord, dans le Nord, enfin dans la région Nord, hein, sans donner plus de précision. Moi, les mamans viennent me voir, hein, et me disent que leur enfant est traité de couffard, hein, parce que il y a la séparation. Même à la cantine, il y a une séparation.
C'est-à-dire que je parle de primaire, hein, donc les enfants qui vont à l'école coranique, hein, et qui transfèrent dans l'univers scolaire français le schéma d'école coranique entre le halal, hein, et le haram, entre le pur et l'impur. Hein. Ils vont à l'école coranique après les cours. En dehors des cours, hein, mais quand même le schéma, la séparation entre le sacré et le profane, le haram et le halal, le mécréant et le musulman, eh bien ils le reproduisent. Je parle de primaire, hein, c'est de CM1, CM2. Ils le reproduisent à la cantine, dans du privé catholique. Hein. Alors je peux s'imaginer dans le public. Hein. Et dans le public, ça s'oppose de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les gens pratiquent le séparatisme. Hein. Ça fait depuis 30 ans en gros, hein, 25 ans. Mais ça, on l'a mis sous la table. Hein. Commission Stasi en 2002. Une proviseure dit que dans la petite couronne parisienne, il n'y a plus un élève blanc dans son collège-lycée. Il n'y en a plus un. C'est vieux de 25 ans, hein, c'est en 2002. 2003, premier rapport de Jean-Pierre Aubin. Il en a fait d'autres, hein, sur les signes ostentatoires religieux à l'école. Hein. Une proviseure également, petite couronne. Le dernier élève juif, on parle en 2003, dernier élève juif a quitté mon collège-lycée cette année. 10 ans plus tard, rapport du Haut Conseil à l'intégration dissous par François Hollande, parce que quand ça gêne, on dissout, quoi. Il parle le rapporteur de 100% de lycée, collège, 100% halalisé. Voilà. C'est-à-dire que vous vivez au rythme du ramadan, vous mangez au rythme des rites, hein, et des interdits alimentaires musulmans. Donc oui, il y a une emprise, hein, dans les quartiers en particulier de l'islam, hein, d'un islam qui devient de plus en plus politique, qui affiche ses signaux, le voile, la discrimination halal-haram. Hein, et donc il y a des hiérarchies de prestige qui se mettent en place. Hein, et les derniers petits blancs, parce qu'il reste encore quelques petits blancs résiduels, hein, et bien souvent, moi je les vois pas, ces gens-là, parce qu'ils s'assimilent à l'envers. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholmistan. Et ils finissent, hein, par adopter le modèle, la religion des gens qui les ont persécutés et harcelés quand ils étaient à l'école. Enfin, j'aimerais évoquer avec vous les travaux de l'ancien agent soviétique Yuri Bezmenov, qui expliquait que la subversion culturelle consistait à transformer progressivement les valeurs d'une société afin d'en affaiblir la cohésion, et qu'il s'agissait là des opérations principales conduites par les services d'espionnage. Cette grille de lecture de subversion culturelle vous semble-t-elle pertinente pour comprendre l'évolution des idéologies occidentales depuis les années 1970 et 1980 ? La seule chose qui me gêne dans ce discours, c'est l'idée d'une intentionnalité. Rationnelle, hein, posée en amont. Je pense que oui, ça existe. Hein. Si vous prenez l'agenda de la French Theory, c'est de Michel Foucault, puis de tous les autres, mais Foucault est vraiment le pire. Moi, j'avais travaillé sur lui, putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche. Hein. Oui, c'est volontaire, hein. Oui, de toute évidence, mais je ne sais pas s'il y a une intentionnalité derrière. Dès qu'il y a l'intentionnalité, la plupart des procès sont des procès impersonnels, malheureusement. Ce sont des sociétés, ce serait presque trop facile, hein, s'il y avait un projet, un programme derrière, parce qu'au moins on pourrait l'attaquer de front, ce projet, ce programme. Hein. Souvent, on dit, les structuralistes parlent de process, hein, où les sujets ne sont pas acteurs. Hein, voilà. Ou si vous voulez, c'est un ensemble idéologique, hein, qui s'autopilote, hein, comme du pilotage automatique. Hein. Pourquoi la société... Michel Foucault, il y a toujours eu des Michel Foucault dans l'histoire de la pensée, il y en a tout le temps, depuis 2000 ans. Il y a des gens authentiquement malades, hein, des gens qui veulent s'abstraire de leur corps, qui veulent quasiment sex-hominiser, parce qu'il n'est pas à l'aise dans son corps, Foucault. Donc c'est pour ça qu'il veut devenir un trans, tout ce qu'on voudra. Il y en a toujours eu. Pourquoi notre société s'est reconnue dans ce type de figure, hein ? Pourquoi notre société a sacralisé ce genre de personnages qui sont profondément malades, hein, profondément nihilistes, hein. Pourquoi notre société s'est reconnue dans ces figures-là ? Est-ce que... Alors, j'ai pas de réponse en fait à votre question. J'ai une hésitation à cause de l'intentionnalité, c'est parce qu'il y a une causalité diabolique. Hein, voilà. Comme disaient des gens qui ont travaillé sur l'extermination des Juifs en Europe, hein, il y avait une causalité diabolique. Hein. C'est l'intention, c'est la main du diable, c'est qui pilote et qui tire les fils des marionnettes. Hein. J'ai pas de réponse à ça. J'aurais quand même néanmoins tendance à penser que c'est les forces centrifuges de la société qui entraînent c'est l'entropie, si vous voulez, c'est le désordre, c'est le chaos croissant des sociétés.
et c'est leur mouvement, c'est leur inertie qui produit ce genre de déclin. J'espère, hein, sinon je ne ferai pas les livres que je fais, je ne répondrai pas aux entretiens que je peux donner. J'espère qu'il y aura un sursaut, enfin on y travaille. Hein. C'est quoi le sursaut? C'est freiner les mécanismes d'entropie, c'est endiguer les mécanismes d'entropie en remettant de l'ordre, hein, en remettant de la société, en remettant du bien commun dans les univers dans lesquels nous vivons et qui sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. Donc faire en sorte de les redresser plutôt que d'accompagner leur chute. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation, François Bousquet. Merci.